Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, on va parler évidemment de Colombe et on va parler aussi des révélations qu'on a eues sur l'affaire Matisse. Et on va parler aussi des zoomers, des fameux zoomers, parce qu'on voit beaucoup sur Twitter et compagnie, on dit ouais, les zoomers vont nous sauver, mais qui sont les zoomers et pourquoi pourraient-ils potentiellement nous sauver? Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important. Pourquoi? Eh ben, c'est très important pour... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique, il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'on cherche, on trouve pas? Non, il n'y a pas d'autre. Revue d'actualité. Oh, c'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, c'est une histoire qui est très intéressante, histoire que je vais vous conter. La semaine dernière, il y avait le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, comme on le sait, et des transsexuels. Et parallèlement à des défilés pseudo-révolutionnaires de la France insoumise, ou en tout cas de ce qui reste de la NUPES, il y avait un discours. Et ce discours, c'était celui de la tête de liste pour les élections européennes, celui de Jordan Bardella, ou Jordan le Bardel. Là, on va avoir le renard des surfaces, Paul Larouturou, le Jeff Panaclock des migrants, qui sort du bois et qui voit une dame. Bon, on connaît la technique, tu vas voir quelqu'un d'assez random à un meeting de personnes que tu n'aimes pas et tu lui fais dire des dingueries pour ridiculiser elle, son parti et accessoirement sa classe sociale. Le truc est rodé, j'ai envie de dire même depuis toujours, hein, depuis la guerre des Gaules de notre cher Jules César. Et là, notre Paul Larouturou, il chope le témoignage d'une certaine Colombe. Colombe, 60 ans, au RSA et bénévole au Resto du Cœur. Pour se figurer ce qu'on peut appeler la grandeur d'âme en fait de cette Colombe, la meuf elle est clairement tout en bas des conditions économiques possibles puisqu'elle touche le RSA, mais elle est quand même bénévole pour les Restos du Cœur. Extrait. Écoutez, je viens écouter quelqu'un qui a ses convictions et je vais essayer de trouver les miennes. Ça fait des années que je la suis et je trouve que c'est une dame qui a une grande prestance et qui est combative. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Moi, je suis au RSA et on a du mal à vivre. On ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire allez, suivez-moi et on va combattre. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Donc évidemment, l'extrait que je viens de vous montrer, il fait le tour des réseaux sociaux parce que cette Colombe, elle prend aux tripes et que quelque part, c'est cette France délaissée incarnée par cette madame et sa gentillesse qui légitime tous les combats politiques. C'est pour eux qu'on se bat quand on fait de la politique. Réaction des Restos du Cœur qui aurait pu lui dire « Waouh, Colombe, non content d'être toi-même dans une très grande précarité, tu donnes de ton temps pour aider les autres. C'est très fort et nous te remercions. » Non, les Restos du Cœur lui disent « Allô Colombe, tu votes RN ? Eh bah, casse-toi, va te faire enculer. » On verra le fond après, mais sur la forme, cette exclusion ne tient pas. Les Restos du Cœur avancent que Colombe a failli à son devoir de neutralité politique. Ce n'a pas de sens, puisque c'est pas elle qui prend la parole, et puis qu'elle parle pas au nom des Restos du Cœur, mais c'est quelqu'un qui la lui donne. C'est ce Paul Larouturou. Enfin, à ce compte-là, tous les bénévoles du Resto du Cœur devraient jurer sur les yeux de leur mère qu'ils n'ont jamais voté de leur vie. Ça n'a pas de sens. Avouez que vous êtes vraiment des cons. Donc là, objectivement, l'attitude du Resto du Cœur est abominable. Pression médiatique, puisque tout le monde est touché par cette histoire, les Restos du Cœur font une première machine arrière en expliquant « Ah non, non, on n'a pas forcé Colombe à démissionner, on lui a juste rappelé la neutralité à avoir. » Ça convainc littéralement personne. Et hier, lundi, ils font un communiqué expliquant qu'ils réintègrent Colombe dans leur service. Alors, on souffle, hein, comme ça. Parce que comment tu peux réintégrer quelqu'un que tu n'as pas exclu? Ça n'a pas de sens. Je rajouterai aussi quelques points pour voir le degré
de ridicule des Restos du Cœur et à quel point ces mecs-là nous prennent pour des jambons, clairement. Le site des Restos du Cœur, j'y suis allé faire un tour, il est écrit en écriture inclusive. En soi, moi je m'en branle, mais l'écriture inclusive, c'est un signal politique fort, c'est pas neutre. On va pas demander la fermeture du site parce que il avance des théories politiques. Pareil, quand des chanteurs des Restos du Cœur appellent à voter Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est le cas de Zazie, chanteuse pour les Restos du Cœur. C'est le cas de Yannick Noah, chanteur pour les Restos du Cœur. C'est le cas de Muriel Robin. C'est le cas de Jane Birkin. C'est le cas de Camélia Jordana. Bref, il est évidemment plus facile pour la direction de taper sur la bénévole de base que sur les grosses têtes d'affiche qui, eux, affichent justement leurs engagements politiques. Et alors, pourquoi je vous parlais tout à l'heure du contexte de la fête des travailleurs du 1er mai ? Parce qu'en même temps qu'on était face à cette colombe, face à cette incarnation d'une forme de détresse sociale française, puisqu'elle pleure en fait la meuf, donc elle est mal, économiquement ça ne va pas fort. Quand on était face à elle, parallèlement, on avait le défilé du 1er mai organisé par toutes les structures de gauche possibles et imaginables, de la CGT à la CFDT en passant par la France Insoumise. Donc dans une lecture socialiste de la politique, on pourrait penser qu'une manifestation de gauche aurait comme étendard la classe défavorisée française, incarnée justement par cette colombe. Et non, et pour se rendre compte du divorce entre les élites socialistes et la classe prolétaire française, il faut voir qui était à l'honneur dans ces manifestations, dans cette fête du travail. On passe sur la présence des Black Blocs, éternels alliés du pouvoir en place, connus, reconnus et fichés par les renseignements, je le rappelle, c'est important de le dire. Ce 1er mai, on a parlé de la Palestine, de la lutte contre l'extrême droite, selon Béatrice Lestig de la CFDT, et un truc qui est complètement lunaire, l'Humanité, donc le journal communiste, pompeur de couilles de tous les totalitarismes depuis 1939, s'est dit « Oh, la fête des travailleurs, c'est l'occasion rêvée de médiatiser la question du transgenrisme. » Donc en France, en 2023, on avait 5,3 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté, mais l'Humanité se dit que la priorité, c'est de promouvoir des petits bourgeois en quête d'identité. Pareil, alors, j'ai rien contre ceux qui sont sensibles à la question palestinienne, mais qu'est-ce que vient foutre la question palestinienne dans la fête des travailleurs du 1er mai en France ? Déjà, il y a actuellement, au moment où je parle, le président chinois en France. J'ai rien vu sur le soutien au peuple ouïghour, qui est véritablement et reconnu victime d'un génocide, en ce moment même où je parle. Et les copains, on parle de camps d'internement, on parle d'éradication d'une culture, on parle de prélèvement avéré d'organes, on parle d'exécution sommaire, le tout basé sur la religion musulmane. Mais un massacre de musulmans, c'est clairement moins vendeur quand c'est fait au nom du communisme, comme c'est le cas actuellement en Chine. Et c'est ici la vraie rupture, parce que tous ces combats-là dont on a parlé dans cette fête du 1er mai, c'est des combats pour les minorités, ou pour des luttes très lointaines. Et ce phénomène, il traduit deux choses. Qu'une partie des élites politiques vit désormais dans ce que le sociologue Ronald Inglehart appelait le post-matérialisme, donc des revendications que l'on a après avoir atteint un certain seuil économique, une certaine équité économique. Équité qui, comme nous le montre Colombe, n'existe pas pour 5,3 millions de Français. Et les socialistes en France ont abandonné la défense de cette classe-là, la classe prolétaire, pour aller draguer des minorités et ensuite dénigrer ces mêmes classes qui ne votent plus pour elles. Mais il faut réfléchir. Si les électeurs communistes sont passés du Parti communiste au Front National dans les années 1990, c'est pas parce qu'ils aimaient la présentation médiatique de Jean-Marie Le Pen. C'est parce que Jean-Marie Le Pen et ensuite Marine Le Pen ont été les seuls à parler de ce qui intéresse véritablement les Français, à savoir le pouvoir d'achat et la sécurité. Alors en soi, Colombe, c'est pas Colombe en tant que telle, en tant que personne, l'actualité, mais plutôt ce qu'elle représente, à savoir la pauvreté qu'on ne veut pas voir, pauvreté qui touche les territoires ruraux et les territoires périurbains. Et comme par hasard, c'est ces territoires-là qui votent massivement pour Marine Le Pen. Alors ce qui est intéressant, c'est toute la communauté de sociologues un peu subventionnés qui ne s'interrogent jamais. Comment expliquer que ceux qui récupèrent le vote ouvrier et prolétaire soient ceux qui parlent de pouvoir d'achat et de sécurité ?
Comment cet indice-là ne fait pas évoluer les mentalités, notamment les mentalités des élus à l'extrême gauche, qui se disent « Bah, tiens, c'est marrant ça, est-ce que je me mettrais pas à parler de sécurité ?» Non, eux, ce qu'ils vont faire, aidés par ces mêmes sociologues, ils vont criminaliser ceux qui parlent de sécurité, ceux qui parlent de grands remplacements, ceux qui parlent d'insécurité culturelle, ils vont criminaliser ce discours. Et vous vous coupez de cet électorat, justement. La deuxième actualité de la semaine, c'est les révélations qui ont été faites sur l'affaire Matisse. L'affaire Matisse que j'avais déjà abordée la semaine dernière. Et en fait, on va parler de deux choses dans cette actualité. Évidemment, on va parler des révélations, mais aussi, et surtout, on va parler de la nouvelle génération qui vient, qu'on appelle les Zoomers. Et certains pensent que les Zoomers pourraient sauver notre pays. On va répondre à la question. Déjà, on a eu la marche blanche. Je ne m'étends pas foncièrement sur le concept des marches blanches parce que j'ai une vidéo qui arrive et qui traitera du fameux « Vous n'aurez pas ma haine ». Ce qu'il faut retenir, c'est que la mort de Matisse est le produit, au sens mathématique, donc l'accumulation de décisions qu'on peut résolument qualifier de décisions de merde. Première décision de merde, 30 septembre 2021, Madame Belloubet et Monsieur Dupond-Moretti interdisent l'incarcération de mineurs pour la remplacer par un contrôle judiciaire. Sans cette loi, littéralement, Matisse serait en vie, sachant que l'Afghan était évidemment connu des services de police et qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Le dernier coup d'essai remontant au 22 avril. On fait les calculs, Matisse est mort le 28. Si on n'avait pas une justice de déficients mentaux, l'Afghan aurait été incarcéré et Matisse serait en vie. Donc on s'interroge, qui peut bien être la personne qui a remis en liberté cet Afghan et donc littéralement complice de la mort de notre cher Matisse? Qui? Eh bien, c'est Madeleine Sanchez, juge au tribunal judiciaire de Châteauroux, qui a décidé 2 fois de remettre en liberté l'Afghan, évidemment impliqué dans d'autres attaques au couteau. Rahman m'a emmené dans un garage, il m'a mis le couteau à la gorge, il m'a dit ouais tu bouges je te tue, et il voulait faire comme Matisse. Il m'a dit donne ton téléphone tout de suite, sinon on te tue maintenant. La BAC est arrivée, ils ont mis un chassé dans la porte et ils l'ont emmené. Ils étaient 3. Et elle ne l'a pas fait par pragmatisme, par définition, puisque Matisse est mort, mais par idéologie. Voici ce qu'elle pense de l'accompagnement des délinquants. Trouver et de coordonner des dispositifs existants, essayer d'accentuer la possibilité de continuer à accompagner en milieu ouvert, c'est-à-dire à partir du domicile des parents. Je rajoute très rapidement, petite analyse sur le vif, que cette notion d'accompagnement en milieu ouvert n'a pas de sens, littéralement. Pas de sens parce que les jeunes délinquants, s'ils sont délinquants, n'ont pas besoin d'être accompagnés. On n'est pas, la société ne doit pas se substituer à des parents que ces gens-là n'ont pas eu. Ces jeunes ont besoin, quand ils sont français, d'être enfermés et écartés de leurs potentielles victimes. Évidemment, quand ils sont afghans, c'est Air Kaboul sans escale, ça va de soi. Mais quand ils sont de chez nous, ça doit finir à cogiter dans une cellule de 3 mètres sur 2, D332, et ressortir quand t'es calmé, soit dans 15 ans. C'est tout. C'est quand même pas plus compliqué, c'est du bon sens. Sinon, ces juges et ces magistrats doivent être condamnés pour complicité de meurtre. Voilà. Et alors, mon ami que je salue, salut, tu vas bien, Vince The Rock, Vincent Lapierre, il était sur place pour récolter des témoignages concernant cette affaire Matisse. Et on a eu des témoignages assez fous, non pas dans ce qu'ils disaient en soi, mais dans l'attitude qu'ils avaient sur cette affaire-là, sur cette affaire Matisse, justement, et plus généralement sur des problématiques régaliennes, donc ce qui concerne la sécurité. Je vous mets des extraits. On fait rien, la justice fait rien. T'as beau être mineur, tu tues quelqu'un, pour moi tu y restes au moins plus de 20 ans. Et tu reviens pas. Si t'es même étranger, tu viens en France, tu tues quelqu'un, tu retournes chez toi. C'est normal, non? D'accord. D'accord. Il était devant moi, il m'a sorti la gazeuse et j'ai couru. Et la police n'a rien fait. Et la police. Ils sont venus, ils nous ont pris nos papiers d'identité, ils sont repartis. Je vous jure, c'est vrai. Même quand j'ai porté plainte, il n'y a pas eu vraiment de... Je les avais prévenus que ça allait faire un truc grave un jour. Ça sera la justice de faire les choses, hein. Et s'il n'y a pas la justice, on le fera nous-mêmes, c'est tout. Simple. On se disait, nous, dans notre petite ville, on est, voilà, pas. Non, ça arrive partout maintenant. La justice, là, maintenant, je le dis, j'en ai rien à faire. La justice, il faut qu'elle fasse son travail. Je suis désolée, il a tué, même si c'est un mineur, il doit aller en prison. Je suis désolée.
Faut pas qu'elle soit laxiste là c'est pas possible. Ces jeunes qu'on entend sont issus de la génération qu'on appelle la génération Z. Ils sont donc Zoomers. Génération Z, je le rappelle pour les anciens qui me regardent, c'est la génération née à la fin des années 90 et au début des années 2000, donc qui ont connu les réseaux sociaux. Et alors, on ne sait pas comment, est-ce que c'est les médias, est-ce que c'est un travail d'une certaine élite bourgeoise, mais on a une mauvaise perception de ce que pensent les jeunes aujourd'hui. On a l'impression qu'on a une jeunesse qui est très engagée dans le post-modernisme, dont je parlais dans la première actualité, donc une jeunesse qui est woke, qui est transcompatible, qui est vegan, Greta Thunberg et autres, jeunesse qui a la prétention de parler au nom de la jeunesse, et en fait, on le sait depuis Pierre Bourdieu, parler au nom d'un groupe, notamment parler au nom de la jeunesse, c'est une prétention qui est paradoxalement très marquée sociologiquement. C'est souvent les mêmes, souvent dans les grandes villes, souvent très diplômés, souvent issus d'un cadre familial avantageux qui vont nous dire « écoutez pas les autres, c'est nous la jeunesse. Oui, les jeunes veulent ça. Oui, la jeunesse pense ça. » Et donc ça a modulé nos représentations. On s'est pas rendu compte que pendant qu'on était, entre guillemets, divertis par une jeunesse obèse aux cheveux bleus et transgenre, une autre jeunesse, beaucoup moins réceptive à ces discours-là postmodernistes, était en train de naître. Et c'est typiquement ce qu'on voit dans la vidéo de Vincent Lapierre. C'est typiquement ce que sont aujourd'hui certains zoomers. Zoomers qu'on va retrouver statistiquement. Alors c'est très compliqué de savoir avec exactitude qui vote quoi dans la jeunesse, mais le vote RN chez les jeunes, donc chez les 18-24 ans, c'est plus d'un votant sur 3, avec 33% d'intention de vote aux européennes. Donc les jeunes votent bien plus massivement aux européennes pour le parti de Jordan Bardella que pour la liste de la France Insoumise. Donc on a un constat qui est assez fou, c'est qu'une jeunesse française qui a grandi avec les réseaux sociaux et donc avec un discours dominant ultra gauchisant a quand même une certaine idée de la France et du bien commun. Je le sais puisque moi, par exemple, je suis né en 1998, donc je suis un peu un ancien de cette génération Z et pourtant j'ai grandi avec un discours ambiant ultra progressiste où on m'a constamment parlé de diversité, on m'a parlé d'inclusion, de vivre ensemble. Mais la génération d'après, celle qui est née au début des années 2000, c'était encore plus prégnant. L'exemple parfait, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va prendre position dans l'affaire Naël, mais qui ne va pas prendre position dans l'affaire Thomas. Ou alors Omar Sy. Omar Sy qui est une référence pour nous cinématographique, pour nous qui avons vu Intouchable au cinéma. Lui, Omar Sy, il est très en avant sur des sujets politiques. Et malgré ça, malgré ce flot médiatique gauchisant, il y a une génération en France, une jeune génération, qui n'a plus les barrières morales qu'on avait nous. Alors peut-être que c'est à cause ou grâce à des chaînes comme VA+, Livre Noir, des chaînes comme celle de Vincent Lapierre, ou même, sans fausse modestie, des chaînes comme la mienne, puisque je sais que statistiquement elle est regardée par beaucoup de jeunes. En tout cas, ces jeunes-là, malgré ce qu'ils entendent, malgré ce qu'on leur fournit comme discours, ces jeunes-là sont remontés contre l'État ou contre le laxisme, et on risquerait potentiellement, alors je ne vais pas m'aventurer, mais on risquerait potentiellement de voir dans les 5-10 ans, à venir, des initiatives populaires de la part de cette jeune génération qui pourraient tous nous étonner. Affaire à suivre. 2 phénomènes web de la semaine. Le premier, c'est ce qu'on a appelé l'affaire de Cannes. Alors il y a un compte qui s'appelle Zoé Sagan sur Twitter qui a dit qu'elle ou qu'il, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qu'il allait révéler des noms de personnalités présents au Festival de Cannes impliquées dans des affaires d'agression sexuelle ou de viol. On attend avec impatience de connaître ces noms-là. Dites-moi dans les commentaires à qui vous pensez lorsqu'on parle d'agression sexuelle. Voilà, mettez-moi votre commentaire. Moi, je pense que c'est un tel. Moi, je pense que c'est un tel. Et le deuxième phénomène web de la semaine, je l'ai publié sur mon compte Twitter. C'est, alors je ne vais pas dire une ou un, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un individu qui a l'air très remonté contre l'ordre établi, contre le pouvoir. Je vous mets l'extrait, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Révolution! Est-ce que le fleur demande aussi c'est des sans-parts et pour les personnes trans, pas des cis qui ont fait des études de théorie sur nous, on est les mieux placés pour parler de nous, eux c'est juste des connards, à bas l'État, les flics et les fachos.
C'est désormais votre moment préféré de la semaine, c'est le moment Marceau. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Protégez-vous et protégez la time. Abonne-toi, c'est un